quelque chose m'a suivi. Vas-y. On peut en faire des photos après. Donc, on va aller bon, le sujet, pour cadrer, ça c'est pas dans l'interview, juste Oui. pour cadrer le sujet, PowerPoint, donc, vous connaissez peut-être ce qui a été écrit, lu, dit sur peu la près, pas pensée forcément. PowerPoint, l'hégémonie Oui. du logiciel, voilà tout ça. C'est un peu le thème de ce bouquin que j'ai écrit et qui est sorti en C'est bien. janvier. C'est bien ça. Hein. Voilà, voilà, donc, maintenant on va rentrer dans l'interview. Dominique Volton, vous êtes incontournable sur la communication. Particulièrement pour nous, donc, qui avons étudié la communication au César, on vous a lu, relu, revelu, on a vu des mauvaises notes Trop sur les lu. partiels, trop lu. Voilà. Quand est-ce qu'il va mourir? On se demandait. Le titre de votre dernier ouvrage, donc Indiscipliné, je trouvais particulièrement intéressant dans cette espèce de philosophie de contre-culture de la pensée dominante, on pourrait dire. Et voilà, et sans me définir comme un chercheur, mais j'adhère totalement à votre démarche qui consiste, je cite, à chercher à toujours penser différemment dans un monde. C'est pas que je cherche, hein, c'est que je pense différemment. Voilà, Oui. c'est pas une très bien. méthode, hein, c'est pas un parti pris. Voilà, c'est vous pensez différemment. Je Oui. trouve ça très, très bien, très sain. Je sais pas pourquoi. Ma Mais foi. En tout cas, c'est constructif, ça vous fait écrire des livres. enfin, ça me fait souffrir aussi parce que penser différemment, c'est toujours fatigant. Hein. Oui, Ah oui. j'imagine. Dans votre dernier ouvrage, donc, vous expliquez comment vous privilégiez dans la communication une approche humaine et politique plutôt que technique et économique. Aujourd'hui, avec 30 millions de présentations PowerPoint qui sont réalisées chaque jour dans le monde, avec 97% des entreprises qui sont équipées de PowerPoint, avec le fait que le logiciel est préinstallé à la base sur tous les ordinateurs et que chaque entreprise possède une salle dédiée à PowerPoint avec le support pour la diapositive, le rétroprojecteur et les chaises mises en place. Donc l'architecte a conçu dès la base la présence de PowerPoint dans les entreprises. Aujourd'hui, donc, PowerPoint est anticipé partout dans les organisations. Du coup, lorsque la main n'a plus le choix de l'outil, qui de la main ou de l'outil utilise qui, selon vous? Pour l'instant, c'est l'outil qui instrumentalise non seulement la main mais l'esprit, mais je pense qu'il y aura une révolte. Et le paradoxe, c'est dans ces mêmes entreprises où il y a constamment des trucs équipés comme ça pour des visioconférences, pour tout ce qu'on veut. Après ça, on est obligé de faire des stages de rencontres humaines, des stages de communication, où on met les gens ensemble pendant 2 jours, 3 jours, justement parce que on en a marre d'une communication formatée. L'illusion rationaliste, ce qui est insupportable dans la logique du PowerPoint, c'est qu'on s'imagine que l'information est la même, quel que soit l'endroit du monde où on est. C'est stupide, un PowerPoint, par définition, vous racontez la même chose à des buts différents. Ça veut dire qu'on a une conception de la communication où le public n'existe pas. Il est complètement asexué, universel, donc ça n'a aucun sens. Donc c'est un truc de paresse, évidemment, pour l'émetteur, et c'est une pseudo-rationalisation pour la nature de la communication et une forme de mépris du récepteur, parce qu'on suppose que les récepteurs sont partout les mêmes dans le monde. Donc par conséquent, si je puis dire, le PowerPoint pour moi c'est l'archétype du règne de l'idéologie de l'information, parce que le récepteur n'a pas de rôle. Et si je puis dire, le jour où on verra les gens casser, foutre dans les rivières, laisser rouiller dehors à la pluie, toutes les logiques de PowerPoint, ben, on aura gagné. On aura gagné parce qu'on sera parti de l'illusion technique à la réalité humaine. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que les profs font pas leur cours avec des PowerPoint? Pourquoi? Parce que les profs savent très bien que... Les bons profs. Oui, on peut aider par des petites bécanes, bien sûr, on peut de temps en temps faire du PowerPoint, mais que l'essentiel de l'éducation, c'est la transmission, de l'interaction et des sentiments et des affects. Et que ça passe par la parole, ça passe par les gestes, ça passe par un rythme qui n'est pas rationnel, et tout ça, ça n'a rien à voir avec le PowerPoint. Donc par conséquent, d'une aide technique, c'est devenu une servitude, voilà. Très bien ça. Et c'est une servitude qui est liée à une idéologie technique. Ouais. Et du coup, voilà, considérant cet état de fait et de servitude, comment l'homme prétendument libre, donc qui peut être étudiant, salarié, employé d'une association, comment est-ce qu'il peut construire sa pensée et la transmettre dès lors que ce cadre cognitif il est verrouillé? Bien sûr. Mais je pense que c'est l'illusion d'une... alors, un, finalement, c'est une paresse, c'est évident. C'est une paresse. 2, c'est une illusion d'une universalité de la pensée. Si je peux tout expliquer comme ça, ça veut dire que de Kuala Lumpur à New York et compagnie, les hommes pensent de la même manière. Bien sûr que non. C'est pas parce qu'ils utilisent les mêmes outils qu'ils pensent de la même manière. La présence de ces bécanes ne veut pas dire qu'il y a une pensée mondiale. Il n'y a pas de pensée mondiale. Il y a seulement des outils mondiaux. Et donc, par conséquent, quand on fait tout par PowerPoint, on s'imagine que la pensée va être la même. Et non. Et donc, l'effet de castration de toutes les différences culturelles, religieuses, climatologiques, n'importe quoi, va se payer très cher. Tout le monde a une illusion de rationalité avec son petit attaché case, ses 3 petits ordis, mais si je peux dire, une fois que les bureaux sont fermés, les hommes et les femmes
on trouve des cultures, des religions radicalement différentes. Et j'ai envie de dire, dans le monde de la mondialisation et de la diversité culturelle, ça, pour le dire d'un mot, le PowerPoint, il renvoie tout à fait à une vision dangereuse et limitée de la mondialisation, tout le monde se comprend. Et supprimer le PowerPoint, ou tout au moins relativiser sa place, c'est admettre que naturellement, la diversité culturelle, c'est l'enjeu de la mondialisation. Et si la diversité culturelle, c'est l'enjeu de la mondialisation, alors par définition, il faut un petit peu de PowerPoint et beaucoup de salive et de contact humain, etc. C'est excellente réponse. Vous avez parlé d'une illusion de rationalité. Donc je saute à la question d'après, on viendra à l'autre avant. Je citais un auteur qui s'appelle Nassim Nicolas Taleb, je ne sais pas si vous connaissez, qui a écrit Le Signe Noir, Non, qui est j'ai entendu parler, oui. voilà, un ancien trader, un homme assez intuitif à la McLuhan un petit peu. Il écrit: La condition qui nous fait simplifier les choses est aussi celle qui nous incite à penser que le monde est moins aléatoire qu'il ne l'est réellement. Et on a pu lire dans le New York Times notamment que PowerPoint provoquait une illusion de clarté et une impression de compréhension. Vous parlez d'illusion de rationalité. Moi, dans le bouquin, je parle d'une illusion simplificatrice. Donc, en fait, vous êtes quelque part assez d'accord avec cette espèce d'arnaque cognitive. Une illusion de rationalité, une illusion de simplification, une illusion d'universalité de la communication. Enfin, il y en a des hypothèses contestables dans tout ça. Je suis bien d'accord. Alors, ça peut aller éventuellement, et encore pour des échanges très techniques, mais même l'ingénieur indien, il ne pense pas comme l'ingénieur américain ou l'ingénieur russe. Donc, même là. Et ben, alors, du coup, cet ingénieur indien, cet ingénieur russe, voilà, avec leurs différences culturelles, ils ont affaire à un logiciel qui est lui hégémonique, qui est issu d'une culture, on va dire, dominante américaine. Ingénieur. C'est ça, c'est anglo-saxon, c'est l'illusion d'une rationalité. On ne touche pas à la profondeur de l'histoire, on fait semblant de se balader comme ça et on s'imagine que ça va marcher. Ben, voilà, exactement. Les très bien. civilisations sont des semelles de plomb, si je prends la phrase de Rimbaud. Si je puis dire, ce sont des semelles de plomb, et donc par conséquent, c'est pas parce qu'on se déguise avec le même t-shirt ou le même pullover ou le même costume 3 pièces qu'on se comprend. Ouais, le costume 3 pièces en l'occurrence ici, c'est l'attaché case, le PowerPoint et le portable. Voilà. Donc puisque PowerPoint est hégémonique, ça c'est un fait. C'est un symptôme. C'est un symptôme, voilà, c'est un symptôme, et exactement. Son influence, du coup, elle est systématique. Peut-on alors affirmer, c'est une des thèses de mon livre, que PowerPoint provoque des biais cognitifs en émission comme en réception? Oui, parce que on ne le voit pas, le biais parce que comme tout le monde trouve que le monde est compliqué, ce qui est vrai, là, cette simplification du PowerPoint, à la fois dans l'émission et dans la réception, ça donne des mécanismes exactement inverses, c'est-à-dire on a l'impression que tout est simplifié et qu'on maîtrise. Exactement. C'est la baguette magique. Hein. D'ailleurs, je serais assez ravi d'avoir votre opinion, parce que si vous avez le temps de le lire, j'ai listé les biais cognitifs qui sont provoqués avec l'illustration, comment ils agissent, pourquoi. Bien sûr. Et voilà, j'avoue que moi je ne suis pas chercheur, un expert dans la question, c'est plutôt l'intuition. Il n'y a pas besoin d'être un chercheur pour piger. Hein. Oui, après pour l'expliquer mieux, je pense qu'il faut un petit... Mais alors, ayez confiance en vous, quand vous voyez comment les chercheurs écrivent avec leurs pieds, de manière incompréhensible, franchement, et plus c'est ésotérique, moins c'est compréhensible, plus on pense que c'est intelligent. C'est vrai, c'est très vrai, c'est très vrai. Alors qu'en fait, depuis le début de l'humanité, on sait bien que le plus compliqué c'est d'être simple. Le plus facile, c'est d'être plutôt compréhensible. On est bien d'accord. La perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à rajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à enlever. Exactement. Comme disait Saint-Exupéry, je crois. Je sais pas, vachement, mais Saint-Exupéry. Je vous l'enverrai. Oui, volontiers. Comme on voulait faire court pour pas que ça prenne trop de temps, dernière question. Sympa, merci. Dominique, pour terminer, quel avenir pour les communications humaines dans un monde technique dans lequel on est aujourd'hui? Ah, mais moi je pense qu'il va falloir avoir. Alors ça va encore monter encore, l'idéologie technique. Et parce que, puis au bout d'un moment, ça va se casser la gueule pour deux raisons, à mon avis. La première, c'est qu'il y aura des bugs énormes, économiques, financiers, n'importe quoi. Puis la deuxième, c'est que d'un seul coup, une génération qui n'aura bouffé que de ça, elle va engendrer une génération qui va dire mais ils sont fous, ils sont fous ces Gaulois d'être tout le temps là-dedans. Et je pense que déjà, il y aura de l'effritement et de la recherche de l'humain. Parce que de toute façon, dans l'usage immodéré de cette technique, c'est quand même toujours de la recherche humaine qui est en cause. Et je pense que ça éclatera au bout d'un moment, et que du coup on dira mais finalement c'est des tuyaux qu'on a idolâtrés. Et donc on les remettra à leur place, parfois extrêmement utiles, parfois révolutionnaires et puis parfois complètement inutiles. Moi je pense que le retour de l'humain viendra de l'excès même de ces systèmes d'information, de ces technologies, de ces interactivités, de ces prodigieuses capacités d'avoir accès à des millions de données grâce à une bécane. Donc je pense que c'est les contradictions même, c'est des effets même de cette domination idéologique qui les empêchera de pouvoir continuer, mais le plus tôt possible sera le mieux. Parce que, on fait du dumping terrible sur les pays du Sud en leur disant mais attendez, vous n'êtes pas encore assez équipés, et du coup on les équipe comme des fous pour qu'ils fassent comme nous, et tout ça, ça va faire des contradictions majeures dans moins de 20-30 ans. Quoi. On aura pris de l'avance et eux ils sont. Exactement, et ça ne servira à rien avant ce qu'on a, parce que de toute façon on est complètement coincé
anthropologiquement, quoi. Ouais. Ces trucs-là, mon meilleur exemple à moi, c'était, attendez, on a 5 milliards de postes de radio, 4,5 de radio de télévision, 3,5 de téléphone portable, 2,5 milliards d'ordinateurs. On en a déjà des tuyaux. On est plus tolérant, on communique mieux qu'il y a 70 ans, je sais pas. Ouais. Donc c'est pas le tuyau qui fait l'homme. C'est l'homme qui fait le tuyau, si je puis me permettre. Comme je dis toujours, dans la communication, le plus simple concerne la technique, le plus compliqué concerne les hommes et les sociétés. Donc les hommes sont les récepteurs et les sociétés c'est le contexte, quoi. Exactement. Ouais, exactement. Mais Dominique, comme promis, faut pas que ça prenne trop de temps. C'est sûr. Franchement, voilà. Bon, Merci beaucoup. Je peux compléter par téléphone si vous avez un problème. Hein. Bah, de toute façon, je vous l'enverrai hein, Oui. voilà, pour vérifier, valider, etc. oui, Voilà, pour valider. Et il vous le faut pour quand ça quoi donc vous